Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'intention créatrice dans nos chemins de vie. Alors il est important pour moi de me présenter déjà, de voir dans mon parcours à quel moment j'ai compris qu'on avait un pouvoir, qu'on pouvait tout changer, et comment avant j'étais sans, et ce qui fait toute la différence. Alors comme vous pouvez voir écrire derrière moi, je m'appelle Babacar Sané. Mon père est sénégalais, il vient du Sénégal, de l'ethnie Diola, et il vient de la brousse. Vraiment, c'est un endroit perdu au Sénégal, on appelle ça le grenier du Sénégal, donc c'est vraiment là-bas où c'est vert. Et ma mère vient de Piton-Sainte-Rose. Donc c'est un peu le côté aussi perdu de la Réunion. Donc voilà. Et comme j'aime le dire, je suis sénégalais malbar. Sénégalais de mon père et malbar de la Réunion. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'un jour, j'ai répondu à quelqu'un qui me dit « Mais quelles sont tes origines ?» Je suis sénégalais malbar. Ça n'existe pas. Je dis « Je suis là, devant toi, ça existe. » Donc très tôt, j'ai été confronté à cette représentation qu'on avait de moi, physiquement ou même intellectuellement. Et pourtant, je suis né en France, donc je me sentais aussi français. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours. Je suis né en France, j'ai fait des allers-retours entre la France et la Réunion. Et j'ai fait des voyages, bien sûr, pour découvrir la culture de mon père. Et en allant au Sénégal, on me disait « Alors les Réunionnais, on l'amène rougaille, alors on l'amène piment crasé ?» Bien sûr, je le partageais parce que c'était la culture de ma mère qui ne connaissait pas. Quand j'allais en France, on me disait « Ah, tu es étranger, toi, hein, tu n'es pas français. » Et ce qui était le plus étrange, c'est que quand je revenais à La Réunion, on me disait « Ah, mais toi, tu es africain ?» J'ai dit « Mais alors, du coup, qui je suis? Qui je suis pour vous ou qui je suis pour moi-même? Parce que c'est ça qui est le plus important. » Du coup, je continue à grandir et à évoluer. Et j'aime pas l'école. Je pense que l'école ne m'aimait pas aussi, puisqu'ils ont arrêté le contrat et m'ont dit « Bon, on va se séparer de toi et tu vas te débrouiller tout seul dans la vie. » C'était un peu trop rigide pour moi, on ne choisit pas ces matières. Et puis surtout, c'était des choses froides, je ne partageais pas, on imposait beaucoup de choses. Grâce à ma mère, qui m'a franchement poussé à continuer, elle m'a dit « Mais passe ton bac en candidat libre, vas-y, ça t'engage à rien. » J'ai eu mon bac en candidat libre, j'ai raté de peu la mention, ce qui est incroyable parce que je n'ai pas beaucoup travaillé. Et après ce bac-là, je me suis dit, je veux être autonome, je veux être en pleine possession de la richesse que je peux avoir en allant vaguant dans la vie. Alors je commence à travailler à McDo. Oh, c'était pas top, hein, être aux ordres de quelqu'un, on voyait pas le temps passer. J'ai essayé de travailler aussi magasinier, ça me plaisait pas. Ça me parlait pas parce que ça me ressemblait pas. Je continue et je me dis, mais là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que j'avais envie de faire? C'était de partager ce que je voyais en Afrique. C'était magnifique. Je les voyais saper quand ils allaient au mariage, je les voyais saper quand ils allaient à l'église, je les voyais saper même à la maison. Je me dis, pourquoi on n'a pas ça ici? Pourquoi on est dans une société conforme, on oublie de s'habiller avec des tailles? Qui fait du 34? On fait du 34,5, on fait du 35, on fait du 37. Et je voulais sortir de ça. Donc je voulais transmettre ce que je voyais sur les marchés, la richesse des tissus, la richesse de la culture africaine. Et donc j'ai ouvert ma première entreprise. Et quand j'ai ouvert ma première entreprise, j'ai été un peu interloqué par les réactions des gens. Les premières réactions, c'était celle de ma mère. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te casses la tête à aller dans un pays que tu ne parles pas forcément la langue? Et puis les autres autour, ah c'est difficile ça, fais pas ça, ça y ressemble pas ou ça, écoute à moi. Je comprenais pas. Et j'ai même quelqu'un qui m'a dit, moi ce que je te souhaite, c'était un vieux du village qui donnait les bénédictions avant que je reparte. Je te souhaite que tu trouves un métier, que quelqu'un t'embauche, mais c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc c'était assez particulier. Mais quand j'ai ouvert mon entreprise, je pense que je l'ai fait avec la peur. J'ai fait avec la peur de ce que les gens allaient penser de moi. Je l'ai fait avec la peur de comment ils pouvaient le faire. Et malheureusement, on est un peu jeune, hein, j'aimais un peu faire la fête, je pense aussi. Et je l'ai fermé. Je l'ai fermé, donc j'ai repris mon train-train, j'ai recherché des petits boulots. Et puis ma mère encore qui vient et qui me dit « Bon, écoute, hein, tu as passé une fois ton bac en candidat libre, vas-y, tu peux continuer ton chemin. » Donc j'ai fait une validation des acquis. Et je suis rentré en licence sciences de l'éducation. Ça a été un peu une révélation pour moi parce que les sciences humaines sont des sciences vivantes.
Et ça me parlait beaucoup plus, j'apprenais beaucoup plus sur moi. Donc je continue, j'obtiens ma licence et j'arrive en master. En master, je découvre une matière qui s'appelle l'anthropologie. Et dans cette matière, l'anthropologie, mon professeur me fait découvrir un concept qui s'appelle le génogramme. Le génogramme qui est beaucoup plus riche que l'arbre généalogique, qui met les profils physiologiques, qui met les caractéristiques, qui met beaucoup plus de renseignements. Et à ce moment-là, je savais que je tiens mon prénom de mon grand-père. J'apprends que mon grand-père, en fouillant avec ma famille, était le premier dans sa région à faire importer un camion qui faisait l'aller-retour en Dakar et la Casamance, c'est 600 km, et qu'il a été donc un instigateur de ça. Et je suis sorti fier, j'ai appris ça. Mais j'ai continué quand même à faire, j'ai dit bon, continuons. Et dans ce génogramme, il y a quelque chose qui m'a été transmis par ce professeur qui s'appelle le fantôme de la crypte. Le fantôme de la crypte, c'est-à-dire les transmissions conscientes et inconscientes qu'il y a dans la famille. Conscientes et inconscientes. Donc qu'est-ce que j'étais conscient de ces peurs qui étaient transmises quand ma mère me disait « Ah, mais c'est pas ton chemin, pourquoi tu vas faire ça ?» Je me suis dit « Bon, j'écoute ma maman, je vais au bout de mon master. » J'obtiens mon master. Et mon master, en fait, le mémoire, il était sur le traitement des énoncés créoles en classe. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé à redécouvrir l'histoire de la Réunion d'une autre façon, à rechercher vraiment comment le créole s'est fermé, quelle place il a aujourd'hui dans nos vies, dans notre quotidien, et surtout quelle place il a à l'école. Et je me rends compte que c'est vraiment complexe. L'esclavage est très proche, les engagés sont très proches, et il y a encore beaucoup de choses qu'on transmet inconsciemment, beaucoup de choses qui sont en nous, qui nous empêchent parfois d'avancer. J'obtiens mon master, je continue donc à faire la fête, hein, et ça me titille. Ça me titille, je me dis, bon, continuons d'avancer, c'est pas grave, c'est du passé. Et il m'arrive un événement assez particulier, j'aime pas dire tragique. Je perds ma copine en 2014 d'un accident de voiture très violent, donc c'est une mort soudaine qui nous surprend. Et ce que j'aime à dire aujourd'hui, c'est que dans la mort, j'ai découvert la vie. Pourquoi la vie ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai repris le pouvoir créateur que j'avais. Pourquoi ? Parce que je me suis posé la question, bien sûr après l'acceptation du deuil, mais qu'est-ce que je fais de mon temps ? Est-ce que je suis en train d'utiliser mon temps pleinement ? Est-ce que je ne le gaspille pas ? Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais vraiment pour être heureux ? Est-ce que je fais semblant ? Est-ce que je suis pleinement moi-même ? Et je me suis dit, je reprends. Mon vieux rêve chiffonné que j'avais fait il y a 10 ans, quand personne n'entendait parler du wax, je le reprends. Mais avant de le reprendre, je le préparais différemment. Puisque maintenant, j'y vais et je ne regarde plus derrière. Donc je voyage, je redécouvre l'océan Indien, et puis je me lance. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire. Là, ça me dépasse. Les gens qui viennent me parler, les gens qui viennent échanger avec moi, qui viennent découvrir mes vêtements, ça me dépasse. Je me rends compte à quel point les difficultés qu'une personne lambda va voir, l'entrepreneur, il va voir des opportunités. Je vais voir à quel point le vêtement devient un objet social. Je porte, donc je suis. Ce que je porte reflète ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de transmettre. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que ça m'oblige à me redécouvrir moi-même. Ça m'oblige à aller chercher le sens des tissus. Ça m'oblige à aller chercher réellement plus profond ce que je fais. Et c'est là où il est important pour moi de bien expliciter le titre. Le pouvoir de l'intention créatrice dans nos chemins de vie. Quand j'ai dit ça à Jean-Max, il m'a demandé mon titre, il m'a dit « tu peux être plus clair ?» J'ai dit « mais le titre il est là, c'est clair, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas clair. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qu'on donne aux super-héros, c'est quelque chose, c'est le président qui a du pouvoir, c'est le ministre. Mais vous avez ce pouvoir. Qui utilise ce pouvoir pleinement au quotidien ? Qui en est sûr ?
Donc, le pouvoir de l'intention. L'intention de visualiser, l'intention de se projeter. Créatrice. Donc, de créer quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose qu'on va découvrir. Quelque chose qui va nous obliger à nous dépasser. Quelque chose qui va nous pousser à ouvrir une porte de l'inconnu. Pour peut-être d'abord nous rencontrer et se projeter. Alors ce pouvoir, il est à vous. Mais si vous le laissez aux autres, que ce soit dans les intentions que vous vous donnez, les peurs conscientes et inconscientes qui sont ancrées dans notre manière de faire, les peurs qui sont ancrées dans nos êtres, dans nos familles. Si ma famille qui était très instruite, ils ont tous réussi par l'école parce que mes grands-parents ne savaient pas lire. Et pourtant, ils ne connaissaient pas ce chemin d'entrepreneuriat. Donc, ils avaient peur pour moi, en bienveillance. Ils me disaient de prendre un autre chemin. Mais ils avaient peur pour moi. Et donc, il faut se débarrasser de ça. C'est très important. Se débarrasser de ça comme un terrain brut qu'on veut planter, où on veut planter des fruits ou des arbres fruitiers, peu importe. Un terrain où il faut déblayer. Il faudra déblayer les ronces, il faudra déblayer les cailloux, il faudra déblayer peut-être le nettoyer. C'était très important pour moi de me projeter. De me projeter sainement, librement. Alors ce pouvoir, il ne s'acquiert pas comme ça, évidemment. Il y a des conditions. Et Edgar Morin, un auteur que j'ai rencontré dans mon parcours scolaire, il disait une chose qui me semble très très importante. Nous nageons dans un océan d'incertitude avec des péninsules de certitude. Donc j'ai compris que pour accepter ce pouvoir créateur, il fallait passer par l'humilité de dire que je ne sais pas. Parce que faire quelque chose qu'on connaît déjà, où est l'innovation? Où est la création? Où est le plus? Où est votre sensibilité? Où est-ce que vous apportez? Est-ce que vous répétez les mêmes choses? Est-ce que vous faites du mimétisme? Ou est-ce que vous donnez de vous-même? Mais vous donnez pleinement. Le temps. Le temps est une notion très importante. Parce que j'ai redéfini ma journée. J'ai redéfini mes 24 heures. En 24 heures, qu'est-ce que je pouvais faire? Puisque quand les clients venaient vers moi, j'ai dû réapprendre à coudre. Non, j'ai dû apprendre à coudre. J'ai dû apprendre à coudre. J'ai dû gérer mes pages Facebook, Instagram, faire des stories, gérer les photos, les scénarios. Et tout ça, je me suis rendu compte que finalement, ma sensibilité, ce que je ressentais, me donnait envie de faire. Je ne connaissais peut-être pas les caractéristiques principales, mais juste avec mon intention de faire, juste avec la visualisation, la projection et comment j'organisais mon temps, ça donnait quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui même, ça me dépasse, puisque je ne pensais jamais apprendre à coudre au départ. Ni je ne pensais jamais prendre des photos, lui conseiller pour les poses. Ça ne me parlait pas, ce n'était pas ce que je voulais transmettre. Et ce temps-là, il est très important. Il est très important parce que c'est un processus. C'est un processus, le pouvoir créatif. C'est un processus qui va s'installer. Ce n'est pas une réponse que vous allez trouver du jour au lendemain. Ce n'est pas une solution adéquate. C'est quelque chose qui va se mettre en place, en continu, pour vous permettre d'être vous pleinement et de ne pas chercher à répondre automatiquement, mais trouver des réponses alternatives et différentes. Parce que ça vous demande de soit sortir de sa zone de confort, ou moi je préfère dire agrandir sa zone de confort. Ça vous demande tellement de vous débarrasser de vous. Vous, quand je dis vous, c'est les peurs. Et dans ce temps qui vous est donné, aujourd'hui, moi je vous pose une question. Est-ce que vous utilisez votre pouvoir créateur? Posez-vous la question. Et à partir de ce moment-là, projetez-vous. Projetez-vous sans peur, sans crainte, sans attente, mais avec une direction. Une direction de réussir, de se satisfaire
pleinement, d'être content, de se lever le matin, de pouvoir dire simplement, j'y vais. Et le soir, j'ai fait mon maximum. Pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas avoir de remords, parce que ce temps est précieux. Et que chaque sensibilité qu'il y a aujourd'hui devant nous, elle est importante. Toutes se valent. Et elle est propre à vous. Il n'y a pas deux personnes comme vous. On est un peu comme des diamants, ou comme le diamant qu'on trouve dans la boue, qu'on va commencer à nettoyer, on va le déposer chez le geôlier, on va le déposer chez celui qui va le déposer sur le bijou et qui va le transformer. Mais ces bijoux, des fois, ils restent enfermés dans un coin, ils ne sont pas utilisés. Et là, on va être un diamant continu. C'est-à-dire qu'on ne va pas déposer ces idées dans un coin, mais on va les projeter en continu pour que chaque fois qu'on fait un pas, petit pas, il soit guidé vers notre réussite. Merci à vous.